Donc on va passer dans cette première partie avec Nicolas Putos, qui est ici avec nous, qui est un docteur en histoire, qui est à l'INALCO, parce qu'aujourd'hui l'INALCO est à l'honneur, avec plein de personnalités de l'INALCO, et c'est vrai qu'il faut féliciter quand même, parce que l'INALCO fait beaucoup de choses. Dans toutes ces langues. Je t'assure qu'on y met de la bonne volonté. Et donc, il est spécialiste, Nicolas, de l'armée d'Orient. Et donc, il va nous faire une intervention sur les Français à Thessalonique. Les Français à Thessalonique, non. Qu'est-ce que j'en pense? Les enjeux de la neutralité grecque pendant la Grande Guerre. Alors là, je suis vraiment restée longtemps sur ces... J'étais impressionnée par les cartes postales, je crois. Ah, ça c'est bon, hein. Voilà. Donc, bon. à vous, Nicolas. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui voudrais vous remercier de m'avoir invité à participer à ces colloques et d'avoir l'occasion de revisiter cette belle ville, la ville de Nice. Et puis, j'aime aussi raconter des histoires. C'est vrai que l'histoire que je vais vous raconter, elle est moins illustrée, pas aussi illustrée que celle de Francine avec les cartes postales qu'on a vues et qui était un trésor vraiment mis sur les représentations, la diffusion, la circulation des représentations, ni aussi interactive que celle de Boris avec toutes les histoires, toutes les anecdotes qu'il nous a présentées. Moi, je vais vous présenter une histoire un peu plus linéaire autour de la question de la neutralité grecque pendant la Première Guerre mondiale. Et je pense que cette histoire un peu plus linéaire nous aidera à poser les jalons d'un débat qui pourrait avoir lieu tout à l'heure. Hein. Mais tout d'abord, 2 mots sur ma volonté de vous parler de cette question. D'où je viens, où je vais, pourquoi? Eh bien, à peine sorti des champs de bataille et de guerre balkanique de 1912-1913, mais voilà, plongé dans un nouveau... On a rêvé la nuit, le jour, pendant 6 ans, et c'est... Voilà, donc oui. Or, juste un petit commentaire là-dessus. Les guerres balkaniques n'étaient pour moi qu'un prétexte pour étudier les relations, les rapports entre médias et conflits. Donc on est vraiment dans une thématique qui est toujours d'actualité, la couverture médiatique des conflits. Je vais vous en parler aujourd'hui, mais comme je vous le disais, je vais plutôt privilégier une présentation des événements, des enjeux autour de la question de la neutralité de la Grèce pendant la Première Guerre mondiale. Donc, à peine sorti de ces cycles événementiels, je vais voilà plonger dans un nouveau, celui de la Grande Guerre, que j'essaie d'aborder, comme je l'ai déjà fait pour la période précédente, dans le cadre d'une lecture plurielle, de ce que j'appelle une lecture plurielle des enjeux de la question d'Orient. Car, comme une fois, on l'a dit ce matin, Francine, Boris nous l'ont rappelé, la Grande Guerre s'inscrit dans un cycle, dans une fresque événementielle beaucoup plus large, qui est celle de la question d'Orient, entre autres. Et je vais essayer d'aborder cette question, ces enjeux pluriels, à partir de l'étude de l'expérience grecque. Au moment où les conflits, où la guerre éclate, en août 1914, les différentes formations politiques en Grèce décident, dans un esprit de quasi-unanimité, de garder le pays neutre. Or, cette neutralité devient très vite un enjeu majeur des politiques intérieures et des politiques extérieures. Et les débats, combats autour de cet enjeu, autour de la question de la neutralité, structurent à la fois les rapports entre les partis politiques au sein du pays et les relations de la Grèce avec les grandes puissances de l'époque et les États voisins. La diplomatie française occupe et joue un rôle important, particulièrement important, dans l'évolution de cette prise de décision. Et je me suis posé quelques questions. Comment les perceptions, les utilisations de la notion de la position de neutralité de la Grèce ont façonné les relations franco-grecques entre l'éclatement de la guerre et l'entrée officielle de la Grèce au conflit. On était en 1917. À quel moment et de quelle manière la France intervient dans ces processus d'entrée de la Grèce au conflit?
Et finalement, comment sont perçus ces événements du côté grec et du côté français? Et afin de répondre à ces questionnements, j'ai voulu, comme je vous le disais, vous présenter, survoler plutôt un feuilleton événementiel de débats, combats, qui ont eu lieu autour de cette question de la neutralité grecque. Ensuite, j'aimerais esquisser en quelques mots, de manière schématique, les enjeux divers et variés, d'ordre géopolitique, idéologique et médiatique. Au début de la guerre, la Grèce a des différents territoriaux avec quasi tous ses voisins. À tel point qu'à un moment donné, on a cru dans la presse grecque que les prochains conflits qu'une guerre européenne pourrait éclater à cause des différends qui opposaient la Grèce de l'époque à ses voisins, lesquels elle a des différents territoriaux avec l'Albanie, au sujet des territoires de l'Albanie du Sud, revendiqués par les expansionnistes grecs de l'époque au nom de l'Éthiopie du Nord, des territoires qui sont occupés par l'armée grecque à partir du mois d'octobre 1914. La Grèce a des différents territoriaux avec la Bulgarie aussi, au sujet des territoires en ex-Macédoine ottomane attribués par le traité de Bucarest, le traité qui mettait fin à la deuxième guerre balkanique, donc avec des territoires revendiqués par la Bulgarie sur l'ex-Macédoine ottomane, et qui ont été annexés par l'État grec. Et enfin, avec l'Empire ottoman, Grèce a aussi des litiges différents, territoriaux, ou des questions qui ne sont pas encore réglées entre le royaume grec et l'Empire ottoman, au sujet de la souveraineté, cette fois-ci, sur les îles de la mer Égée, en face des côtes de l'Asie mineure, et qui sont occupées pendant les guerres balkaniques par la flotte grecque, mais dont la souveraineté n'est pas, grecque n'est pas encore reconnue par l'Empire ottoman à cette époque. En ce qui concerne la perception des dirigeants grecs auprès de l'opinion publique française, Francine et Boris l'ont commenté, je vais donc les résumer en des noms. Il y a l'image d'un premier ministre francophile qui se dessine, Elefthérios Venizelos, et cette image d'un premier ministre francophile fait face à une image d'un roi germanophile, Constantin, le roi Constantin. Avant même que la guerre n'éclate, on s'inquiétait déjà à Paris, dans les coulisses diplomatiques, des penchants pro-allemands du roi Constantin, depuis son accession au trône suite à l'assassinat de son père à Salonique en mars 1913. Ces inquiétudes vont s'amplifier, vont s'intensifier au lendemain de la tournée du nouveau roi grec en France et en Allemagne en automne 1913, quand il fait, avant tout, l'éloge de l'armée allemande, de la stratégie allemande, lui adressant toute sa reconnaissance pour sa contribution à l'histoire grecque pendant les guerres balkaniques, et sous-estimant en même temps la contribution de l'entraînement et de l'équipement français dans l'obtention de ces victoires pendant les conflits balkaniques de 1912 et 13. Pourtant, quand la guerre éclate en août 1914, Constantin refuse de céder dans un premier temps aux pressions de son beau-père, le Kaiser Guillaume II, comme quoi la Grande Guerre et tout conflit à cette époque était aussi une question de famille, vous savez, à travers les liens familiaux qui ont été noués, tissés entre les dynasties royales en Europe. Donc, dans un premier temps, Constantin s'oppose à la volonté de son beau-père de voir la Grèce impliquée dans les conflits aux côtés des empires centraux, et il s'harmonise avec la politique du gouvernement qui prônait à cette époque, dans une unanimité quasi totale, la neutralité au début de la guerre. En février 1915, Venizelos décline l'offre des Alliés pour s'engager sur les fronts des Macédoines. Quelques jours plus tard, il soutient pourtant la campagne franco-britannique des Dardanelles et souhaite faire intervenir la Grèce aux côtés de l'entente. Pour sa part, Ioannis Metaxas, chef de l'état-major et germanophile convaincu, s'y oppose. En plus, la Russie tsariste, elle aussi, est réticente vis-à-vis de l'application de la Grèce, de la participation de la Grèce à l'expédition de Dardanelles. Pourquoi? Parce qu'elle craint les visées, les ambitions grecques sur Constantinople, qui constitue à cette époque un des fantasmes principaux de une des visées principales de la politique extérieure de la Russie. La Grèce cède pour autant l'île de Limnos. L'île de Limnos, à la sortie de Dardanelles, aux Alliés, afin qu'ils puissent s'en servir en tant que base navale dans le cadre de leur expédition.
Le roi Constantin apporte son soutien à la position de son chef d'état-major, Metaxas, qui, lui, comme je vous disais, s'opposait à une telle perspective. Et en mars 1915, le gouvernement de Venizelos démissionne. La défaite des Alliés au Dardanelles semble donner raison au camp de neutralistes. Venizelos réussit toutefois à emporter les élections du mois de juin 1915. En août de la même année, nouveau rebondissement dans les affaires balkaniques, l'entente demande à la Grèce de céder les territoires de la Macédoine ottomane qu'elle avait annexés aux guerres balkaniques de 1912 et 13 à la Bulgarie. Pourquoi? Parce que l'entente espérait, à cette époque, attirer la Bulgarie dans son orbite. On assiste à un grand bazar, à une série de marchandages entre les grandes puissances et les pays balkaniques et autres pays tout au long de la guerre, pour, encore une fois, convaincre les uns et les autres de s'allier à une de deux formations diplomatiques et militaires derrière les conflits. Ces revendications révélées, diffusées et promulguées, je dirais plutôt connues dans l'espace public, suscitent un tollé et affaiblissent les partis d'interventionnistes pro-entente. La Bulgarie entre finalement en guerre en automne 1915 en attaquant la Serbie et en s'élançant finalement du côté de la Teucris, du côté des Alpes centraux, et pas du côté de l'entente. Suite à cette évolution, Venizelos demande aussitôt la mobilisation. Son gouvernement autorise en plus les débarquements des troupes des Alliés à Salonique en octobre 1915, dont Francine nous a parlé. Suite à cette initiative, qui représente un véritable point tournant, un événement carrefour dans le déroulement des opérations à la fois sur les fronts d'Orient et au sein du paysage politique grec, les rois exigent la démission de Venizelos, car ils jugent qu'il avait violé une des clauses principales du traité de la Convention de La Haye, qui dictait aux pays neutres l'obligation de ne pas accepter la présence sur leur sol des troupes des puissances belligérantes. Des troupes des puissances belligérantes. L'Allemagne exerce en même temps des pressions sur la Grèce pour qu'elle procède à l'application de la Convention de La Haye qu'elle avait signée et elle exige les transports des troupes alliées en dehors de ses frontières, non, en dehors de la Macédoine, du territoire de la Macédoine qui était attribué à la Grèce suite aux guerres balkaniques. Début décembre, l'entente décide les maintien du front des Macédoines et occupe les forts de Karabournou à Salonique, ainsi que les îles de Limnos, Mytilène et la baie du Sud, Souda, en Crète. De son côté, Venizelos considère comme anticonstitutionnelle l'intervention du roi dans la vie parlementaire et les vénizelistes boycottent les élections du décembre de la même année. Les gouvernements issus de ces élections demandent un prêt auprès de l'entente pour faire face aux besoins financiers de l'État. Pratique tout à fait normale qui se répète jusqu'à nos jours. Ces prêts est pourtant refusé. Et le fait que la Grèce restait neutre à cette époque n'était pas anodin, était lié, plus ou moins lié à cette décision, à ce refus du prêt demandé par le gouvernement grec de l'époque auprès des bourses de Londres et des Paris. L'issue de cette négociation nous permet aussi de saisir l'imbrication entre les décisions financières et les négociations politiques dans le domaine des relations internationales, et cela jusqu'à nos jours. On pourrait y revenir, si vous voulez, dans le cadre de notre débat. Toujours au début de l'année 1916, des réfugiés serbes sont évacués, comme Boris nous l'a très bien expliqué, nous l'a très bien présenté et documenté, vers l'île de Corfou, où ils vont s'installer à côté des soldats français, et cela malgré les protestations du roi. C'est-à-dire que Venizelos, comme Boris nous l'a dit, il a bien voulu secourir les réfugiés serbes. Au contraire, en revanche, le roi Constantin s'y est opposé. Donc on voit des attitudes, des comportements, comme vous voulez, des pratiques d'un cynisme politique s'opposer, ou faire face à une volonté d'humanisme ou des missions humanitaires, avec toujours sur l'arrière-plan bien évidemment, des arrière-pensées à la fois du côté de Venizelos et du côté du roi Constantin, que je vais essayer de vous présenter tout de suite.
Quelques mois plus tard, en avril-mai 1916, notre feuilleton continue. Les vénézuélistes, soutenus par les agents de la propagande française en Grèce, organisent des manifestations à Athènes contre le neutralisme. La tension monte d'un cran en été 1916 quand des bureaux des journaux vénézuélistes, tels que Patrice, Ethnos ou Estir, des noms des journaux vénézuélistes de l'époque, sont saccagés par des réservistes organisés en milice par Metaxas, et qui, à mon avis, mais ce qui représente les prémices de leur action en tant que bataillon d'assaut à la veille de l'instauration de la dictature fasciste, du régime fasciste du 4 août 1936. Le régime, je vous rappelle, était instauré par les généraux Metaxas. En même temps, les forces germano-bulgares occupent les forts défensif, les forts de Gupel, aux frontières entre la Grèce et la Bulgarie, ce qui constitue une entorse supplémentaire au principe de la neutralité. Suite à cette occupation, le général Sarral déclare l'état de siège à Salonique et décrète le blocus partiel des côtes grecques. À partir de la fin du mois d'août 1916, le pays est divisé en deux. Avec la proclamation du gouvernement de défense nationale de Finitis Amins à Salonique, dirigé par Venizelos, et un gouvernement à Athènes, réuni autour du palais et du roi. En septembre 1916, Henri de Roquefeuille, attaché naval français en Grèce, et ses agents, conçoivent un plan d'attaque de la légation de France par des prétendus partisans du roi, à la suite de laquelle des marins des forces alliées débarquent au Pirée afin de protéger les membres de la colonie française sur place. Face à une telle escalade de la tension, le député français Paul Benazet conclut un accord avec les rois qui prévoit le transport de l'armée royaliste dans le Péloponnèse, en Grèce du Sud, la cession aux alliés de tout matériel de guerre et de la flotte, et en échange, les rois obtenaient la garantie du respect de l'intégrité territoriale de son royaume, la promesse que le gouvernement de défense nationale de Venizelos n'allait pas être reconnu par les alliés. Le 2 novembre 1916, l'amiral français Louis d'Artige du Fournet revient sur cet accord en demandant en plus l'utilisation de la base navale de Salamine, de l'île de Salamine. Le gouvernement grec athénien, il faut préciser, parce qu'encore une fois on se trouve dans un scénario où il y a deux gouvernements grecs. Le gouvernement grec à Athènes s'y oppose, considérant une telle décision comme une violation de la neutralité et craignant en même temps une riposte des puissances centrales, de la part des empires centraux et de la Triplice. Les forces françaises passent à l'acte et occupent l'arsenal de Salamine, tout en exigeant en même temps la remise d'Arménon, comme prévu dans l'accord précédent. Devant les nouveaux refus du roi, le vice-amiral français, Louis d'Artige du Fournet, lance un ultimatum. À son expiration, les marins franco-britanniques débarquent au Pirée et se dirigent vers les centres-villes d'Athènes. Lors des accrochages qui ont eu lieu avec des soldats grecs, il y a eu des victimes des deux côtés. À propos de ces événements, de ces incidents, Jean-Jacques Becker parle des nouvelles Saint-Barthélemy. Tandis que Henri de Roquefeuille, donc l'agent français sur place, invente le terme de vêpres athéniennes, faisant allusion à un événement lointain, à un événement de l'époque médiévale, de l'histoire médiévale, à savoir la prise au siège des soldats angevins en Sicile de cette époque, du XIIIe siècle. Ça serait intéressant de voir à quel point des événements du passé sont récupérés, sont réappropriés par les contemporains pour exprimer leur façon de percevoir la inactualité et le déroulement des événements courants. Le 7 décembre 1916, Venizelos déclare la guerre à l'Allemagne et à la Bulgarie. Mais ces deux pays ne reconnaissent pas le gouvernement de Salonique et donc la déclaration de guerre reste à sens unique. Par la suite, on a eu quelques événements qui ont en quelque sorte accéléré les événements, les déroulements des opérations. On a eu la révolution russe de mi-mars, les renversements du régime tsariste, l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique en avril 1917. Tous ces événements privent les rois grecs d'alliés et d'appuis importants.
Et c'est quoi? Les changements de gouvernement en France, en printemps 1916, avec le départ du cabinet Briand et l'arrivée des Ribot et des Pamlévé, admirateurs avérés du général Saraï, dénotent un endurcissement de la politique française à l'égard du camp de neutralistes en Grèce. En juin 1917, le roi Constantin est forcé d'abdiquer, laissant le trône à son fils et la place à Venizelos, qui proclame aussitôt la guerre contre la Triplice. Fin du feuilleton événementiel, vous êtes délivrés. Maintenant, vous pouvez suivre mes réflexions sur les enjeux de tout ce que je vous ai raconté et qui, encore une fois, à mon avis, nous pose quelques jalons événementiels pour mieux se saisir des enjeux derrière ces combats, ces débats et ces événements. Et je vais aborder ces enjeux en me posant une question. Est-ce que la neutralité prônée par les rois et les milieux germanophiles au sein de la société et de l'armée grecque était motivée par des raisons, des convictions idéologiques contre la guerre? La réponse est non. L'opposition pacifiste la plus importante contre l'application de la guerre dans les conflits venait d'une partie sociale essentiellement autour d'Abraham Benaroya et ses camarades des fédérations de Salonique, association ouvrière de Salonique, de la ville de Salonique, fondée en 1909 alors que la ville était ottomane. La politique de neutralité royaliste ainsi que la position interventionniste vénizéliste relevaient toutes les deux, à mon avis, des perceptions conflictuelles et divergentes de la mesure tactique en vue de la réalisation du projet expansionniste de l'État grec, connu sous le nom de l'amiral Ibère, la grande idée, ou du maintien des conquêtes territoriales effectuées dans le cadre des guerres balkaniques. Or, à partir de l'entrée de la Bulgarie et de l'Empire ottoman dans la guerre, aux côtés de la Triplice, les interventionnistes sont convaincus que la réalisation de leur projet lié à la grande idée passe par l'engagement du pays aux côtés de l'entente. Non, rétorquent les neutralistes royalistes, les conditions récompenses d'un tel engagement ne sont pas réunies, ne sont pas clairement définies, elles demeurent floues et abstraites, et entrent en conflit avec des revendications énoncées ou avancées par l'Italie ou la Russie. Par conséquent, dans leur récit, dans leur façon de percevoir les choses et les intérêts de l'État grec, les neutralistes insistent sur leur volonté de ne pas mettre au péril des conquêtes territoriales, récentes, des guerres balkaniques, au nom des gains incertains et hypothétiques. Ils évoquent aussi les destins des communautés chrétiennes orthodoxes attachées au patriarcat Roum d'Istanbul, censées être mises en danger en cas de proclamation de guerre contre l'Empire ottoman, qui a été lui rangé déjà du côté des empires centraux. La réaction face à la neutralité grecque divise aussi les acteurs institutionnels au sein des pays belligérants. L'historien Yannis Morelos fait remarquer qu'au printemps 1916, il y avait en Allemagne deux points de vue divergents, deux politiques conflictuelles concernant les comportements du pays, de l'Allemagne avec la Grèce. D'un côté, les diplomates s'est prononcé en faveur d'une politique visant à maintenir le roi Constantin dans la neutralité. Au contraire, dans les milieux de l'état-major, toute concession à la Grèce était considérée comme susceptible de mettre en péril les rapprochements avec les gouvernements bulgares. De son côté, la France souhaite garder la Grèce dans un premier temps dans une position de neutralité, quand elle espère encore rapprocher la Bulgarie de l'entente. Suite à l'entrée de la Bulgarie en guerre, aux côtés de la Triplice, la politique française œuvre pour mobiliser la Grèce du côté de l'entente, en faveur de la formation de l'alliance franco-britannique. Pour ce faire, deux méthodes, deux pratiques sont déployées, deux voies diplomatiques sont explorées. L'une par la persuasion, l'autre par la coercition et la voie du canon ou des ultimatums. L'enquête sur les événements du mois de décembre 1916, ouverte par la commission de la marine française, étouffée dans des conditions mystérieuses, et dont Basil Thomson, un administrateur anglais colonial, responsable des services secrets britanniques pendant la Grande Guerre, assurait avoir eu accès aux conclusions, révèle l'existence de deux politiques diamétralement opposées au sein de la diplomatie et de l'armée française. La première, pratiquée par les Quai d'Orsay, cherche à maintenir la bonne entente entre les alliés et le gouvernement grec sur place, le gouvernement grec officiel, évitant toute initiative musclée qui risquerait de compromettre une prise d'entrée en guerre qui était déjà fort compliquée. L'autre, celle de la marine,
vise à imposer au gouvernement grec, sans volonté, en allant même jusqu'à l'occupation militaire des territoires. Aussi bien les diplomates que les militaires français, anglais ou allemands, envisagent de soutenir les actions en Grèce pendant la Grande Guerre à travers la mise en place d'un réseau de pratiques de propagande. Les dispositions anti-allemandes de l'opinion publique en Grèce pendant les premiers mois du conflit conduisent à la création d'un bureau de presse officieux organisé par un baron allemand, baron français, qui réussit à entraîner certains journaux neutres dans les camps favorables aux Allemands. La réponse franco-britannique n'est pas à se faire entendre, et à partir du mois de janvier 1916, la France et l'Angleterre fondent l'agence Radio, avec l'appui financier d'un personnage légendaire, d'une personnalité indépendante de son époque, Vassili Zakharov, l'ONAS de l'époque, marchand d'armes, lui, directeur-président d'une société d'armement militaire, directeur des journaux français, notamment l'Excelsior. Et cette agence avait comme but, avait comme objectif de contrecarrer la présence de l'agence Wolf, la présence de l'agence allemande Wolf auprès des journaux grecs. La publication des documents secrets du Foreign Office nous confirme le rôle de Zakharov comme agent de la politique britannique afin de faire impliquer la Grèce dans la guerre aux côtés de l'entente. Parmi les anecdotes relatives aux propagandes étrangères en Grèce pendant la Grande Guerre, Spiridon Fokas Kosmetatos, un écrivain contemporain, cite un incident de 1916. Cette année, la propagande alliée voulut acheter un journal neutraliste royaliste du nom d'Embros, en avant. Selon l'auteur de cet ouvrage, intitulé Diplomatie et presse dans l'affaire grecque, 1914-1916, et qui aurait dû inspirer une écrivaine grecque, Athina Kapouli, dans la rédaction de son roman, et qui malheureusement n'a pas été traduit, Sifir Phalègre, et qui nous relate les pratiques de propagande qui se déroulent à Athènes en plein développement de pratiques de propagande dont je vous ai parlé. Quand la direction du journal Patrice, une tribune, un journal bellicéliste, eut connaissance des négociations engagées entre le journal royaliste et les alliés, quand donc la direction de ce journal bellicéliste s'est rendue compte de ces pourparlers, elle s'est rendue immédiatement à l'annexe de la délégation de France à l'école d'Athènes où siégeaient les bureaux de la propagande et menaça de changer de camp dans la nuit même si cet argent n'était pas versé au journal Patrice au lieu du journal royaliste Embros. À côté de cette propagande des alliés en Grèce, il y a eu aussi une propagande grecque auprès des pays belligérants. En ce qui concerne la France, pour ne citer que ces événements, certains députés bellicélistes se rendent en mission officieuse à Paris en février 1916 afin de dénoncer le gouvernement grec, royaliste de l'époque, devant l'opinion française, l'accusant entre autres de ravitailler des sous-marins allemands. L'interprétation et perception de la neutralité grecque fait également l'objet de débats parlementaires et des batailles médiatiques en Grèce. La neutralité est soutenue par les rois et combattue dans la presse bellicéliste en raison de la perception de l'application de l'accord militaire entre la Grèce et la Serbie. Pour la presse bellicéliste, tenant et diffusant un discours interventionniste, à partir de l'expédition de Dardanelles, la Grèce devrait respecter ses obligations vis-à-vis de la Serbie et s'engager dans la guerre à côté de ces pays au nom d'un traité d'alliance militaire que les deux pays avaient signé en 1913. Au contraire, la presse neutraliste, royaliste, relate les arguments d'opposants de Venizelos, selon lesquels plusieurs événements avaient rendu caduque cet accord. Le fait par exemple que la Serbie n'avait pas l'intention d'assister le gouvernement grec au moment où il y a eu des tensions entre les gouvernements grecs et les gouvernements ottomans en 1914, juste avant l'éclatement de la guerre, le fait que la Grèce ne s'était pas ralliée à la Serbie au moment de son agression par l'Autriche-Hongrie, ou le fait que les deux pays ne pouvaient plus mobiliser les nombres de soldats prévus dans l'accord bilatéral précédent. Par rapport à la question de la violation de la neutralité du pays, les journaux bellicélistes Astir soulignent que seuls les actes commis par les puissances de l'entente sont commentés dans la presse neutraliste, alors que les événements tels que l'occupation du fort Rupel, dont je vous ai parlé, de la Macédoine orientale, ou encore les accusations de ravitaillement de sous-marins allemands dans des bases grecques, qui annulaient eux aussi les statuts neutres du pays, passaient inaperçus dans les journaux royalistes.
En janvier 1916, le journal royaliste Engros commente à son tour la place des narratives et perceptions concurrentes des opérations militaires dans la prise de décision. À ces propos, ce journal affirme que, comme la ville de Monastir a été bombardée par les avions des Alliés, les Franco-Grecs ont considéré cette agression comme dictée par des raisons militaires. De la même manière qu'ils ont aussi justifié l'occupation de Karabournou. De leur côté, les Gréco-Allemands sont sortis de leur bon, affirmant que les bombardements de Monastir étaient un acte de barbarie adressé contre les Grecs, puisque les victimes n'étaient que des Grecs. Quant au bombardement de Salonique, les Grecs en français les considèrent comme un acte hostile des Allemands contre les Grecs, tandis que les Germano-Grecs l'attribuent à la présence franco-britannique. Fin de citation. Ça nous montre donc des points de vue complètement divergents, conflictuels, de la perception de l'actualité et de la réalité diplomatique. Enfin, les débats autour de la neutralité grecque face au conflit donnent également lieu à des batailles représentationnelles, avec d'une part des journaux neutralistes, royalistes, se rappelant au moment de l'abdication forcée du roi Constantin en juin 1917, des événements de la 4e croisade de 1204 qui ont abouti à la prise de Constantinople. Dans les journaux Peloponnesos, le rédacteur en chef fait paraître le 15 juin 1915 un article intitulé « La Grèce, principauté française », où il compare la situation de juin 1917 à celle du partage de l'Empire byzantin entre les croisés et les Vénitiens en 1205, c'est-à-dire suite à la 4e croisade, et Villardouin à Charles Zonal, nommé par les Alliés comme mandataire auprès du roi pour les contraintes abdiquées. De leur côté, les journaux vénizelistes, les journaux interventionnistes, ne cessent de représenter les pays de l'entente, comme Francine l'a très bien souligné, comme des libérateurs et des sauveurs de la Grèce, mettant en avant leur militantisme, leur engagement philhellène au moment à l'occasion de différentes séquences de la question d'Orient. En guise de conclusion, on pourrait dire que l'on assiste, à propos des discours et des pratiques au sujet de la position grecque face au conflit entre 1914 et 1917, à une interprétation, à une application partielle, à la carte du droit international et de la notion de neutralité, à la fois par les acteurs grecs, qui est français ou allemands. Chacun cherche à promouvoir son propre agenda géostratégique, politique et diplomatique. Les débats, combats autour de la neutralité produisent ou reproduisent des images préexistantes des grandes puissances belligérantes auprès des différentes fractions idéologiques de l'opinion publique grecque ou au sein des différentes formations et familles politiques grecques. Il cristallise aussi les divergences entre les rois Constantin et Vénizelos, des divergences qui vont aboutir à la création d'une bipolarité politique entre vénizelistes et royalistes. Il faudrait plutôt dire constantiniste, car Vénizelos ne va pas jusqu'à remettre en question le régime monarchique quand il vient au pouvoir. Cette dualité marque profondément et durablement les esprits, aussi bien en Grèce qu'à l'extérieur. Elle rebondit, elle ressurgit à l'occasion de la guerre gréco-ottomane de 1919-1922, et elle conditionne les relations entre les royaumes grecs et la République française, dont Catherine nous parlera tout à l'heure à l'occasion, si je ne me trompe pas, du traité de Paris et des négociations qui ont eu lieu à cette occasion. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que le débat, à la fois sur les faits, mais aussi sur ce qu'on pourrait extrapoler de ces faits pour parler, saisir l'occasion pour parler du présent, suscitera parmi vous. Merci et à bientôt. Excusez-moi, avant de laisser le parole à Catherine, une liste avec quelques références biographiques parce que, en fait, les feuilletons, les fameux feuilletons de Nemasset que je vous ai présentés n'est que le résultat d'une synthèse des travaux d'historiens grecs qui ont vraiment travaillé sur la question et approfondi cet événement. Et donc, vous allez pouvoir retrouver les noms et les travaux dans cette liste que je vous donnerai tout de suite pendant la pause. Merci beaucoup. Non, c'est pas vraiment une introduction, mais c'était juste c'est pas une scène. Alors, après avoir, ce que je trouve dans l'intervention de Nicole, c'est que ce matin, après avoir fait un tour, après avoir vu la vision des soldats français de la Grèce, et plus particulièrement de la Grèce du Nord, pendant la dernière
la Première Guerre mondiale, c'est déjà la deuxième. Et aussi aborder toute cette spécificité qui peut avoir la littérature et les relations aussi dans les pays balkaniques, la Grèce, la Serbie, les spécificités religieuses, vraiment toute une culture qui rend quand même cette région assez originale. Je pense que la présentation de Nicolas nous a, à travers ce feuilleton, nous a situé quand même dans un feuilleton événementiel qui est quand même assez clair, parce que finalement on comprend comment des choses qui vont arriver par la suite vont jouer quand même un grand rôle dans l'évolution du pays. Parce que Venizelos avait une vision tout à fait différente de la Grèce, de notre parti politique qui, je pense qu'à part les royalistes et les vénizélistes, il y avait aussi une conception, une philosophie, comment on pourrait dire, une vision de la Grèce qui se profilait nettement et qui par la suite va s'affirmer pendant les événements qui vont suivre.